Aujourd'hui, Infomag, un autre accident de la route fait une victime sur la 50. Dan Bigra était de passage à l'école secondaire Hormidas-Gamelin et 6e édition réussie pour garder les enfants au chaud. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Une jeune femme a perdu la vie à la suite d'une collision frontale survenue sur l'autoroute 50 dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre dernier. L'accident se serait produit vers 2h15 entre Le Cabar et Buckingham à la hauteur du chemin Doherty. La Gatinoise Aminata Sarah Bellabib, âgée de 24 ans, se trouvait dans un véhicule qui circulait en direction ouest avec deux autres personnes à bord. Un automobiliste qui circulait dans la voie opposée aurait ensuite perdu la maîtrise de son véhicule pour percuter celle dans laquelle se trouvaient les trois individus. La victime de l'accident a été éjectée du véhicule sous la violence du choc. Son décès a été constaté une fois rendu à l'hôpital. Les deux autres passagers ont quant à eux subi des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour leur vie. De son côté, le conducteur du véhicule fautif, âgé de 25 ans, n'a pas encore comparu au palais de justice de Gatineau puisque les preuves recueillies sur les lieux ont été jugées insuffisantes. La Sûreté du Québec indique que l'enquête est toujours en cours et que des inspections mécaniques seront effectuées sur les véhicules. L'homme pourrait notamment être inculpé de conduite dangereuse causant la mort. La section de l'autoroute 50 où a eu lieu l'accident ne possède ni séparateur, ni lumière ou terre-plein central. Il s'agit du 6e accident à survenir dans une section non divisée de l'autoroute 50 au cours des 3 dernières années. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, a réagi au cours des derniers jours et ramène l'idée d'élargir la 50. Je vous invite à écouter ses commentaires. C'est franchement inquiétant. Écoutez, il faut se fier aux experts et au rapport du coroner. Le dernier rapport du coroner date du printemps 2014 où il y avait eu un accident à peu près à la même hauteur. Et le coroner faisait des recommandations. Il ne parlait pas d'élargissement de la 50. Moi, j'aurais aimé, dans son rapport, qu'il fasse référence à l'élargissement de la 50, mais bon, il parlait davantage d'éclairage et de bandes rugueuses. Ce qui va être fait, les appels d'offres partent là, dans les prochains jours. Il y aura des travaux en début 2017 qui vont être effectués pour de l'éclairage exactement à l'auteur, là, à cette hauteur-là. Donc, c'est un début, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est assez? Et je pense que non, effectivement, le dossier de l'élargissement de l'autoroute 50, que je parle au ministre et à mes collègues depuis déjà quelques mois. Maintenant, je pense qu'il faut accélérer le processus. C'est ce que je vais m'attarder à faire. Et je sais que mon chef a une oreille attentive en lien avec l'élargissement de l'autoroute 50. Évidemment, M. Iraca tient aussi à offrir ses condoléances à la famille de la victime. La TVC Basse-Lièvre demande l'appui des organismes et des élus de la région afin de démontrer l'importance de la télévision communautaire. Rappelons que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendu public son nouveau cadre réglementaire concernant la programmation locale et communautaire au mois de juin dernier. Par certaines décisions, le Conseil met carrément en péril l'avenir de certaines télévisions communautaires, comme votre TVC Basse-Lièvre. Ils autorisent les distributeurs par câble et satellite comme Québécois, Rogers et Bell à couper environ de moitié dans leur financement. Cet argent serait plutôt utilisé pour financer les stations locales privées dans le but de produire du contenu canadien. C'est l'an prochain que les distributeurs vont prendre leurs décisions. Et c'est pour cette raison que TVC Basse-Lièvre tente d'obtenir le plus d'appui possible auprès de la communauté, en mettant en lumière l'importance et la pertinence pour le gouvernement de sauver l'élément communautaire dans le système de radiodiffusion. Par ailleurs, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a lancé dernièrement une campagne promotionnelle afin de mettre en lumière l'importance du communautaire. Au total, ce sont 5 capsules qui circulent sur le web et qui sont diffusées là, sur les ondes de différentes stations. Et 3 d'entre elles ont été faites en collaboration avec MC Gilles. On vous met d'ailleurs le lien pour les visionner sur notre page Facebook.
La conseillère au soutien et à la concertation pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Sylviane Rowe, nous parle de l'importance de la campagne, explique le danger relié à ce nouveau cadre réglementaire. Donc, pour nous, cette campagne de promotion-là, elle est essentielle pour faire connaître le rôle des télévisions communautaires à travers le Québec parce qu'elles sont présentes dans 14 régions du Québec. C'est quand même pas rien. Et elles couvrent pas loin de 393 municipalités à travers le Québec. Donc, elles sont vraiment présentes. Comme vous, par exemple, à Gatineau, le danger est qu'il pourrait couper votre financement de moitié parce que Ma TV Québécois a une licence de diffusion qui est émise par le CRTC parce que vous êtes dans une zone de plus de 20 000 abonnés. Donc, eux pourraient prendre la moitié du financement qui est attribué à l'expression locale et le redistribuer vers ces stations de télévision locales comme TVA Gatineau, par exemple. Les musiciens de l'harmonie Contretemps de l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham ont partagé la scène de la salle des Jardins avec Dan Bigra le vendredi 11 novembre dernier. Le spectacle avait lieu dans le cadre du premier colloque de la CSCV au sujet des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Dan Bigra a été très impressionné par le calibre de l'harmonie Contretemps, malgré le fait que les jeunes musiciens n'avaient pas eu la chance de pratiquer avec lui avant le spectacle. La responsable de l'harmonie Contretemps, Sonia Ouellette, dit que les jeunes étaient très motivés à vivre cette première expérience professionnelle. En plus d'interpréter ses succès comme Tue-moi et Naufrage, le chanteur a donné une conférence au sujet du TDAH. Le conférencier Martin Lajeunesse était lui aussi sur la scène pour livrer un message d'encouragement aux jeunes qui vivent avec des troubles d'apprentissage et leurs parents. Tous les profits amassés ont été versés à la Fondation de la réussite éducative. On en parle d'ailleurs un peu plus tard au bulletin avec un commissaire parent de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Il s'appelle Stéphane Mongeon. Maintenant, une dizaine de bénévoles se sont déplacés la fin de semaine du 12 novembre afin de nettoyer le terrain d'Hélène Carrière-Martel, cette citoyenne de Buckingham qui avait lancé un appel à l'aide sur nos ondes. Rappelons qu'il s'agit d'une initiative du groupe Les Anges Gardiens des Animaux qui œuvre normalement dans la cause animale. L'organisme a carrément décidé de prendre en charge la dame de 60 ans. Plusieurs tonnes de débris ont été retirées, ce qui rend le terrain beaucoup plus sécuritaire et conforme aux règlements municipaux. L'insalubrité du terrain est l'une des 8 infractions que la Ville de Gatineau demande à la propriétaire de corriger. Certains bénévoles ont utilisé leur carte d'accès Gatineau afin de laisser les débris dans une décharge à l'Ange Gardien et aussi à Gatineau. Guy Blondin, un des membres des Anges Gardiens des Animaux, nous parle de l'initiative de l'organisme. Bien, je pense que c'est ma femme qu'il y avait une personne sur Facebook qui a parlé de ça. Et puis, mon épouse, Joanne Matt, elle a jasé avec cette personne-là. C'est toutes des personnes qui font partie des Anges Gardiens des Animaux. Il y a un ancien monsieur qui était dans le GRC, puis dans l'armée, qui est venu nous aider lui aussi avec un trailer. Ça finit pas d'être là parce que comme aujourd'hui, je vais téléphoner quelqu'un pour qu'il prenne un estimé du travail qui reste à faire sur le toit, dans les corniches, dans les autres affaires que la Ville voulait que ça soit fait. Par ailleurs, les Anges Gardiens des Animaux ont réussi à amasser une somme de 850 $ qui servira notamment à faire certaines réparations. Un contracteur est censé venir sur les lieux prochainement afin de faire un estimé des travaux à effectuer. Mme Carrière, de son côté, dit être très encouragée de voir que la population l'aide à sortir de sa misère. L'objectif de la 6e campagne de garder les enfants au chaud sera atteint au cours des prochains jours. L'initiateur du projet, Sébastien Jonca, en a fait l'annonce le samedi 12 novembre dernier lors d'un souper spaghetti à la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. 10 000 $, c'est le chiffre qu'il désirait atteindre en 2016. Eh bien, tout ça pourrait se réaliser puisqu'il reste encore des dons et des chèques de la part de la population à comptabiliser. Cette année, le projet a permis d'obtenir près de 2000 morceaux de vêtements et de tricots qui pourront être acheminés à des enfants dans le besoin.
M. Jonca nous parle de la réussite de l'édition cette année et croit que son projet prend de plus en plus d'expansion. Un franc succès encore cette année pour une 6e édition. On a servi 258 assiettes. Un petit peu moins de monde que l'année passée, c'est sûr, dernière semaine de la chasse. Mais garde, c'est un franc succès. On a dépassé le montant qu'on avait ramassé l'année passée. Les mêmes partenaires renouvellent pour l'année prochaine. Spaghetti, Jade de Cotteret-Brazo va être encore là. Les 2 chansonniers renouvellent pour l'année prochaine. Les commentaires, regarde, je pense juste en recevant des commentaires comme ça, des gens qui étaient là, sur place, c'est tellement gratifiant. Regarde, il va y avoir des enfants heureux dans notre région, c'est super. Ça grossit d'année en année. Je me souviens, la première année, on avait ramassé 2000. Ça avait tout pris si on avait ramassé 2000. L'année passée, 5000. Comme c'est là, avec la soirée de samedi, on est rendu à 8002. Le 10 000, d'après moi, on va être très proche. Une chance que les sous montent parce que la demande, c'est de plus en plus demandant, là, des enfants dans le besoin dans notre région. Là. Autant les adultes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui ont besoin de vêtements aussi. Alors, on ramasse pas mal tout. Je te dirais, on ramasse jusqu'à fin décembre, mi-janvier. Depuis quelques semaines, la population est invitée à porter des vêtements d'hiver dans différents commerces de la Lièvre, dont à l'entrée du commerce Les Matériaux Bonhomme de Buckingham, chez Signature Mélissa Parenteau également, et aussi au IGA de Cotteret-Brazo à Angers. Les familles qui souhaitent recevoir des vêtements d'hiver doivent remplir un formulaire auprès de la maison de la famille Vallée de la Lièvre, située au 321 avenue de Buckingham. Le comité de valorisation de l'avenue de Buckingham a obtenu une enveloppe budgétaire de la ville de Gatineau afin de réaliser une campagne de sensibilisation au stationnement dans le secteur. L'objectif de cette nouvelle campagne serait de démystifier le manque de stationnement à Buckingham. Il viserait principalement les travailleurs, les employeurs et la clientèle. Le comité est donc à la recherche de commerçants dans le but de créer un comité de travail mobilisateur à ce sujet. Les membres seraient invités à prendre part à 4 rencontres entre le mois de décembre et celui d'août 2017. C'est en consultant le plan de stationnement local de la partie centrale du secteur de Buckingham, publié en mai 2007, que le comité de valorisation a remarqué qu'il n'y avait pas de problème de stationnement. Selon ce rapport, 1776 places de stationnement gratuites sont disponibles dans les environs. Le comité croit que d'autres espaces se sont ajoutés depuis les 9 dernières années. Les commerçants qui désirent se joindre au comité peuvent envoyer un courriel au havbuckingham@commercialvideotron.ca. Bonne nouvelle, le restaurant Le Petit Hectare, situé sur la rue Bélanger à Buckingham, réouvre finalement ses portes après un mois de rénovation. Le propriétaire du commerce, Luc Scanlan, a investi une importante somme d'argent afin de remettre à neuf l'intérieur et l'extérieur du petit bâtiment construit en 1971. Lors de l'achat de l'édifice il y a 6 ans, M. Scanlan avait déjà dans l'idée d'effectuer des travaux afin d'améliorer le service à la clientèle et de rendre l'endroit plus convivial. Il arrivait que certains clients rebroussent chemin avant les rénovations puisque le restaurant était trop bondé vu le manque d'espace à l'intérieur. Le Petit Hectare devrait finaliser quelques petits travaux au cours des prochains jours. Rappelons qu'il est ouvert du lundi au dimanche de 11h à 20h. Le ministère des Transports désire informer les conducteurs de camions que la route 309 est maintenant interdite aux véhicules lourds, et ce, de Mont-Laurier jusqu'à l'autoroute 50 à l'Ange-Gardien. Cette interdiction est nécessaire en raison de la récente fermeture du pont au-dessus de la rivière Saint-Denis à Notre-Dame-du-Lot. Une signalisation annonce la restriction et les chemins de détour qui sont par la route 117, 105 et l'autoroute 50. Afin de planifier adéquatement les déplacements, les camionneurs sont invités à rester à l'affût des entraves en cours et à venir en consultant le site web québec511.info. On en parlait tout à l'heure, le premier colloque EHDAA a eu lieu vendredi dernier à la commission scolaire au cœur des Vallées. Et pour en discuter davantage, on accueille en studio M. Stéphane Mongeon. Monsieur Mongeon, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très. Merci d'être avec nous, Monsieur Mongeon. Bon, vous êtes commissaire parent EHDAA pour la commission scolaire au cœur des Vallées. C'est quoi ça, Monsieur Mongeon, un commissaire parent EHDAA? Je me fais souvent poser la question. C'est un poste qui existe depuis environ 2 ans.
C'était au moment des élections, là, c'est un recul de 2 ans et quelques mois, il y avait un poste de commissaire parent. On le sait, ça existe déjà, donc il y en a qui représentaient le niveau primaire, niveau secondaire, mais il y a eu une création d'un poste commissaire parent EHDA, donc élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Je suis un père d'un enfant qui a besoin des services, qui a donc un plan d'intervention demandant des services. Dans mon recul de quelques années, j'avais besoin de ces services-là, moi aussi. Donc, aussitôt que ce poste-là a ouvert, je me suis dirigé, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un poste qui vous collait à la peau. Exactement. On peut dire ça comme ça. Ça colle à la peau. Et plus ça va, plus je demande, je suis impliqué pour ça et je ne me vois pas ailleurs. Le 11 novembre dernier, soit vendredi dernier, il y a eu le premier colloque au sujet des élèves handicapés en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Pourquoi la CSCV a décidé d'organiser ce premier colloque-là? Il y avait la CSCV qui s'était impliquée, bien sûr, mais aussi le comité de parents des parents d'élèves EHDA. Donc, c'est un comité qui existe depuis longtemps, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus dynamique. Donc, à force maintenant qu'il y a un commissaire qui fait le lien avec la table des commissaires et le comité comme tel, on a dit, bon, bien, il faut faire des événements pour se faire connaître, pour essayer de rejoindre les parents des élèves EHDA. On s'entend qu'un parent qui est à la maison, que son élève ne va pas encore au niveau des écoles, prend soin de son enfant, donne le meilleur des soins possibles, mais rendu à la journée 1 de la rentrée scolaire, le laisse à la porte de l'école et s'en retourne. Donc, on veut mettre les parents en confiance sur ce qui attend leur enfant. Exactement. Et durant ce colloque-là, il y avait différents kiosques d'information au sujet des différents services offerts aux élèves en difficulté d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on mettait en lumière là, parmi les différents kiosques? Il y avait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est les sources d'information disponibles pour les parents. Donc, bien sûr, il y avait le comité de parents EHDA que j'avais mentionné plus tôt, qui était pour dire, bon, si vous avez des questions, on peut essayer de vous aider ou donner des pistes de direction. Il y avait des services, pour ne pas l'oublier, je vais juste me référer à mes notes, il y avait des services qui sont offerts à la commission scolaire qui étaient présents. Bien sûr, il y avait les conseillers pédagogiques, il y avait les services d'orientation, il y avait les services d'orthophonie, de psychologie, de psychoéducation. Il y avait Album Jeunesse qui s'adresse à des très bas âges. C'est 2 demoiselles qui sont pleines de dynamisme là-dessus. Et il y avait l'AFSEC, qui est l'animation de vie spirituelle et engagement communautaire. On n'entend pas beaucoup parler. On entend beaucoup parler, OK, service d'orientation, on sait c'est quoi. On a tout eu rendu au secondaire, les conseillers d'orientation, tout ça. Mais maintenant encore, ils ont encore un rôle important à jouer. C'est des personnes qui étaient pleines d'informations disponibles. C'était pas une place, un endroit pour avoir des cas particuliers. On ne parlait pas d'une personne précise, on n'ouvrait pas un dossier, mais c'était, on distribue l'information, rappelez-moi, ah, ça existe, hey, ça m'intéresse, bien voyons, c'est quoi? Il y avait des objets, des livres qu'on pouvait prendre, feuilleter, toucher, s'informer, mais à quoi ça sert, ça? C'était assez intéressant, merci. J'ai même vu, sur le coin d'une table, une partie un objet qui représentait un cerveau, pour dire qu'est-ce que ça touche exactement, quelle partie du cerveau qui est touchée. Donc, moi, je ne connaissais pas. Et la plupart des gens ne peuvent pas dire, OK, c'est dans cette partie-là du cerveau que c'est atteint. Oui. Exactement. Donc, une question en entraîne une autre. Ça passe très rapidement. Tous les gens qui sont là aiment qu'est-ce qu'ils font. La preuve, c'est qu'ils étaient prêts à rencontrer tous les gens. Bien sûr, il y avait d'autres organismes de l'extérieur qui étaient présents. Il y avait je vais juste m'assurer. Il y avait les commissaires de la commission scolaire, bien sûr. Il y avait le comité de parents de la commission scolaire. Il y avait l'AQETA pour ceux qui ont un trouble d'apprentissage, bien sûr au niveau régional. Alpha Papineau, qui sont connus surtout dans la petite nation, mais aussi de plus en plus dans le coin ici, qui offrent différents services. Et les personnes handicapées qui étaient représentées, les personnes handicapées du Québec, pour les différents, encore faire des liens, des sources d'information. Qu'ils étaient présents. Mis à part ces kiosques-là, il y avait des conférenciers sur place, notamment Martin La Jeunesse et aussi Dan Bigra, le chanteur, qui est venu faire une conférence au sujet du TDAH. Il a chanté également avec l'harmonie contretemps de la polyvalente Hormidas-Gamelin. Comment ça s'est passé tout ça? Intéressant. C'était fébrile. C'était fébrile. Bien sûr, le président d'honneur, c'était Mme Josée Bouchard,
qui est la présidente des commissions scolaires du Québec, s'est déplacée pour cet événement-là particulier. Elle nous mentionnait que c'était la première fois qu'elle voyait autant de gens innover et que c'était une première, qu'elle n'avait jamais assisté à quelque chose comme ça. Donc, il y avait des services offerts, des informations. Monsieur La Jeunesse a donné une conférence également sur ses troubles à lui, qui fait face depuis sa trente de jeunesse, donc TDAH, lui également. Il nous a fait rire. C'est un monsieur qu'on pourrait croiser dans la rue. Il parle à tout le monde, mais on s'identifie à lui facilement. C'était 1h15 qui a passé rapidement. Monsieur Bigras est arrivé avec l'harmonie contretemps. Monsieur Bigras donne sa version de lui, de TDAH, avec son bagage, avec son expérience qu'il a. Ça donne quelque chose de très différent de ce qu'on entend parler régulièrement. Ça provient de la rue, c'est grinçant un petit peu, mais ça fait partie de la réalité. On parle des vraies choses. On parle des vraies choses. Donc, on peut dire, somme toute, que ce premier colloque-là s'est déroulé avec succès. Monsieur Mongeon, merci d'en avoir parlé avec nous. Prochain colloque l'année prochaine, peut-être? On travaille déjà là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et voilà, c'est le moment des sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Super. Est-ce que tu as l'intention de nous quitter dans les prochaines semaines, dans les prochains jours à venir? Non, à moins d'avis contraire de la part de la direction. Je dirais que moi, je pourrais continuer. Je suis quand même très content parce qu'il y en a un qui a quitté. C'est l'entraîneur des Flames, ou plutôt l'ancien entraîneur des Flames, Pierre Grandmaison. Oui, effectivement. La semaine dernière, il a remis sa démission en tant qu'entraîneur. Naturellement, le début de saison très difficile là, du côté des Flames aura motivé sa décision. J'ai parlé avec Luc Mauserol, le président, là, et c'est vraiment Pierre qui a pris la décision. Ce n'est pas un congédiement. Il voyait là, que ça n'allait pas à son goût. Et pour ceux qui connaissent Pierre, il n'y a pas deux façons que ça peut marcher. Il faut que ça marche à la façon Grandmaison. Donc, ça ne fonctionnait plus. Il a laissé sa place. Il a été remplacé par un de ses adjoints, Jean-François Laverne, qui, d'ailleurs, lui, très, très bien connu ici dans la région. Il a fait partie, il a été entraîneur là, dans la structure intégrée de Hockey Québec et il s'est mis en évidence, là, notamment l'an dernier, ou il y a 2 ans, en remportant le championnat provincial avec son équipe, le Bantam 3A de l'Intrépide. Alors, c'est ça, on leur souhaite bonne chance et puis c'est un coup de barre, puis peut-être ça prenait ça là, pour relancer l'équipe. On fait des farces, mais c'est quand même dommage qu'il quitte. Effectivement. Une victoire contre Vaudreuil-Dorion et une solide performance contre Terrebonne. Oui, c'est peut-être, là, on voit l'effet là, du changement d'entraîneur. Vendredi soir dernier, c'est peut-être le meilleur match de la saison, là, une victoire de 7-6 en prolongation, justement contre Vaudreuil. Et il faut souligner peut-être, là, parce qu'on n'en parle pas souvent, il y a des joueurs qui se sont mis en évidence, notamment Patrice Charbonneau, qui a réussi un tour du chapeau là, dans ce match-là. Et c'est Joey Brennan, le capitaine, qui a tranché en prolongation. Ça s'est poursuivi dimanche. Il y avait une rencontre du côté de Terrebonne et ça s'est soldé par une défaite de 4-3 des Flames. Mais contre Terrebonne, là, on se souviendra de la dernière partie, ça avait fini 15-3 pour Terrebonne. Alors, c'est quand même là, une performance là, solide de la part de l'équipe. Il n'y a pas de match en fin de semaine du côté du centre sportif ici à Buckingham. Il y a vendredi, l'équipe joue à Princeville. Puis, je vais faire juste une petite parenthèse. Là. Gatineau, Princeville, c'est les 2 équipes les plus loin là, au niveau de la distance. Puis, naturellement, on met ça un vendredi au lieu de mettre la partie la fin de semaine. Okay. Bon, il y a quelqu'un qui a dormi, c'est une switch encore. Peut-être. Oui. Tu nous parles maintenant du début de la 48e, ou plutôt du 48e tournoi Pee-Wee à Gatineau. Oui, effectivement. Ça va avoir lieu toute la fin de semaine au complexe Branchot-Brière. 48e édition, là, ça, je pense qu'il faut souligner. C'est rare qu'on voit ça. Alors, le coup d'envoi est donné ce soir, mercredi, à compter de 17h30. Les finales vont avoir lieu naturellement dimanche après-midi. L'entrée est gratuite. On attend environ 70 équipes. Alors, on souhaite bonne chance à tous les jeunes Pee-Wee. Et naturellement, on souhaite aussi bonne chance
aux équipes locales qui vont participer. Excusez-moi. Pas de problème. Au football, François, Bol d'Or, ça c'est le championnat provincial et ça se déroule samedi prochain à Hormidas-Gamelin. Effectivement, les Tigres d'Hormidas-Gamelin juvéniles, ils vont rencontrer les représentants du Lac-Saint-Louis dans le match ultime de la saison. C'est la première fois là, que ça a lieu ici au terrain de l'école. Et je regardais la température. Présentement, on parle de 12 degrés pour samedi. Ensoleillé, puis des vents légers. Alors, c'est température idéale, parce que si on regarde un petit peu plus loin, la semaine prochaine, on va peut-être avoir besoin d'utiliser nos pelles. Peut-être. Un rendez-vous, allez encourager les Tigres là, samedi à midi. Benoît Ladouceur, nouveau champion de kickboxing. Oui, il est originaire de Gatineau. C'était à son 3e essai pour un combat de championnat. Et ça a été la bonne fois cette fois-ci. Il a réussi à remporter une décision au point par les juges. Et il est âgé quand même de 38 ans. Alors, il faut le mentionner, c'est un très bel exploit. C'est un protégé de Jean-Yves Thériault. Alors, on le félicite et puis on lui souhaite de pouvoir encore défendre son championnat pendant quelques années. Ça commence à être âgé pour gagner et pour être champion. Oui, mais kickboxing, il y a beaucoup de mental dans ça, de préparation mentale, mais naturellement, il faut être en très bonne forme physique, oui. En nage synchro, Karine Thomas continue une autre saison. Oui, on sait qu'après les Jeux olympiques, elle avait annoncé qu'elle se retirait de la compétition pour justement passer là, à sa carrière, terminer ses cours universitaires, etc. Elle est revenue sur cette décision parce que Synchro Canada, l'organisme qui parraine le tout, a accepté qu'elle puisse non pas être tout le temps à Montréal, mais qu'elle puisse faire partie de l'équipe nationale, mais d'ici à Gatineau. Donc, elle peut vaquer à ses occupations et elle va se rapporter pour les entraînements de temps en temps à Montréal. Elle va en sauter. Et l'objectif est simple pour elle. Ce sont les championnats du monde de la FINA qui auront lieu à Budapest, en Hongrie, au mois de juillet. Alors, on rappellera que Mme Thomas avait terminé 4e en nage synchro à Londres, aux Jeux olympiques de Londres, et 7e cette année à Rio. Donc, elle revient au moins pour un an. On lui souhaite la meilleure des chances. Et vraiment rapidement, il n'y a pas d'épreuve de la Coupe du monde en vue en ski de fond? Non, on se souviendra l'an dernier, au mois de mars, là, on avait organisé une étape là, de la Coupe du monde au parc Jacques-Cartier. Ça avait été spectaculaire. Les images avaient été reprises à peu près par toutes les télévisions du monde. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un changement de créneau pour les équipes européennes. Le temps idéal pour présenter les courses, ça serait au mois de décembre. Puis ici, au mois de décembre, bien, si on regarde les dernières années, on a de la misère à avoir suffisamment de neige au sol. L'organisation reste à l'affût, mais il n'y en aura pas cette année, ça c'est sûr. François Croteau, merci pour la couverture des sports. On se retrouve la semaine prochaine. Bien, ça m'a fait plaisir. Donc, c'était une autre émission d'InfoMag. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Merci d'avoir été des nôtres.